Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 7 de Vivant, où on va inverser les rôles, puisqu'aujourd'hui, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. Pour cet épisode, j'ai demandé à Sophie, auditrice de Vivant, de me poser les questions qu'elle souhaite, afin de faire plus ample connaissance avec moi. Je tiens à m'excuser par avance, notamment concernant la qualité de l'audio sur la deuxième partie de l'épisode. Vous aurez un audio qui sera assez dégradé, donc je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite néanmoins une bonne écoute. Je ne vous en dis pas plus donc et laisse place à ma discussion avec Sophie. Bonjour Teddy, comment vas-tu ? Bonjour Sophie, je vais très bien, je te remercie. Teddy, aujourd'hui on fait un exercice inversé puisque après avoir échangé ensemble, moi je me demandais comment tu étais arrivé à avoir le parcours que tu as eu aujourd'hui et tu m'as dit qu'effectivement c'était un épisode que tu souhaitais enregistrer et donc je suis ravie d'être celle qui va te poser quelques questions et qui va creuser tout ça avec toi. Je suis ravi que ça soit toi, Sophie. Voilà. Je pense que tu es la bonne personne pour ça, parce que tu ne me connais pas. Tu as l'habitude d'écouter le podcast, voilà, mais tu me connais à travers le podcast finalement, et pas plus que ça. Donc au moins, tu as un regard neutre et on n'a pas préparé les questions. Donc, Non, et je ne les ai pas préparées non plus. Donc ça va bien. être vraiment freestyle, mais pour moi, c'est ce qui fonctionne bien dans ton podcast. Donc ravie de me prêter à l'exercice. Teddy, ce que je te propose en premier, c'est tout simplement de te présenter, de nous dire qui tu es. Donc, je m'appelle Teddy Brodelet, ça normalement vous le savez. J'ai 35 ans, je suis marié. J'ai 2 petits garçons qui ont 5 et 3 ans au moment où on enregistre. Donc, je suis fondateur d'une solution qui s'appelle Tranquillité.fr qui concerne les démarches administratives après décès pour les simplifier et gagner du temps. Et également créateur de ce podcast. Et alors, qu'est-ce que tu faisais avant de te lancer dans Tranquillité.fr ? Alors, quel est ton parcours ? ouais, alors avant ça, moi, si tu veux, avant Tranquillité.fr, ça faisait 13 ans que je travaillais dans une compagnie d'assurance, voilà, qu'on ne citera pas. Et donc, j'ai fait beaucoup d'années en fait en relation avec les clients. J'étais conseiller commercial auprès de particuliers, auprès de professionnels. Et sur les dernières années, j'étais responsable d'une agence. Voilà un petit peu. Et donc voilà, professionnellement, en fait, j'ai fait concrètement que ça. Voilà. J'ai fait 13 années dans cette compagnie. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à switcher sur un projet d'entrepreneuriat sur un thème très spécifique ? Alors, concrètement, je vais dire que ce projet, en fait, et ce que je fais maintenant, m'a littéralement percuté. Je ne peux pas l'expliquer autrement que ça. Il n'y a aucune, dans ce que je fais maintenant, en fait, et depuis le départ, il n'y a pas de... Comment dire ? Ouais, ça n'a pas été, si tu veux, ça n'a pas été réfléchi, ça a été purement intuitif, purement émotionnel. Et alors, si je commence par un petit peu la séquence, parce qu'en fait, si tu veux, je ne parle pas de ma vie, en fait, aujourd'hui, je parle vraiment d'un chemin de vie, parce que c'est étape après étape que les choses se mettent en place, et les choses, des fois, se mettent en place un petit peu malgré moi. Donc en fait, je vais reprendre de très loin en fait, parce que ça revient de très loin. Vas-y. J'ai toujours, depuis mon plus jeune âge, il y a une question qui revient souvent, et je pensais que tout le monde se la posait, mais a priori pas tant que ça. C'est la question du sens de la vie en fait, la question de pourquoi on est là, etc., etc. Et si tu veux, j'ai été assez vite touché par la peur de perdre quelqu'un. Donc, en l'occurrence, là, je parle de ma grand-mère. Ma grand-mère a été touchée par un cancer quand j'étais adolescent. Et on a, avec mes grands-parents, une relation excessivement fusionnelle,
puisque quand mes parents ont divorcé, donc j'avais 10 ans, et au divorce de mes parents, ma maman s'est installée déjà pendant quelques années chez mes grands-parents. Donc, on a vécu pendant quelques années chez mes grands-parents. Et après, on a été voisins, mais littéralement voisins, c'est-à-dire la maison, vraiment la maison d'à côté. Et donc, il ne se passait pas une journée où je n'allais pas passer une heure ou deux, voir mes grands-parents, voir ma grand-mère. Donc, j'étais vraiment très très proche de ma grand-mère. Mon grand-père était un peu plus discret, en tout cas, quand ma grand-mère était encore là. Et donc, quand ma grand-mère a été touchée par ce cancer, donc j'avais 15 ans, et en fait, pendant toute mon adolescence, donc de 15 ans à peu près à l'âge d'une vingtaine d'années, je pense que je ne me réveillais pas un matin sans me demander est-ce qu'elle est encore en vie, est-ce qu'elle est encore là, etc., etc. Donc c'était une peur, si tu veux, qui était assez prégnante chez moi. Voilà. Et donc, il se trouve en fait qu'entre le moment où elle a été touchée par ce cancer et le moment où elle est décédée, il s'est passé vraiment de très nombreuses années. Elle a lutté pendant plus de 10 ans, il y a eu des rémissions, il y a eu des rechutes, etc., etc. Et voilà, donc ça, si tu veux, ça m'a déjà renforcé sur le sentiment que tu peux avoir en fait quand tu as peur de perdre quelqu'un. Et c'est assez, si tu veux, c'est assez marquant. Donc voilà, et après j'ai vécu différents deuils. J'ai perdu une tante d'un accident de voiture quand j'avais 19 ans. C'était une tante avec qui on était très proches, qui avait une énergie de vie incroyable, elle était lumineuse et incroyablement... voilà, c'était le feu, cette tata. Et donc elle est décédée quand j'avais 19 ans. C'était subi, c'était pas attendu, etc. Donc là, c'est la première fois, parce que ma grand-mère était encore en vie à ce moment-là, c'est vraiment la première fois où j'étais confronté à la mort de quelqu'un. Et pour le coup, là, autant ma grand-mère, j'aurais pu finalement ne pas être si surpris que ça qu'elle puisse partir. Mais là, pour le coup, je me suis pris ça un peu de plein fouet. Alors, ce n'était entre guillemets que ma tante. Hein. Elle avait 3 enfants. 3 garçons, un mari, etc. Donc ça a été beaucoup plus violent pour eux. Mais voilà. Et je me souviens de ces obsèques où c'était la première fois où j'assistais aux obsèques de quelqu'un. Et comment dire ça ? J'ai fait ma madeleine pendant toute la cérémonie, je ne peux pas l'expliquer autrement. donc ça a été très fort. J'ai perdu un de mes amis, Baptiste, avec qui je faisais de la musique, parce que j'ai une petite carrière musicale étant adolescent, comme beaucoup d'ados, qui n'est pas allé bien très très loin non plus d'ailleurs. Mais voilà, et Baptiste donc, était le bassiste du groupe, et il s'est tué d'un accident de bagnole quand je devais avoir 21, 22 ans, quelque chose comme ça. Et lui en avait 18, et il s'est tué 15 jours après avoir eu son permis, et pareil, il s'est fait percuter par un camion. Et donc là, pour le coup, tu vois, j'ai pas eu la force en fait de me rendre aux obsèques. Donc ça, c'est une des choses que, tu vois, c'est le seul. J'ai pas de regrets dans ma vie, tu vois. Ça, c'est un des seuls trucs aujourd'hui où j'ai un point de, j'ai un point de regret sur cette partie-là, parce que voilà, même si je sais que ses parents m'en veulent pas, etc. Mais c'est quelque chose, tu vois, qui est marquant quand même dans une vie. Et donc, bref, là, je m'éloigne un petit peu, mais c'est pour remettre un petit peu dans le contexte dans lequel j'évolue, parce que tout mettre en lien simplement sur le côté professionnel, ça serait beaucoup trop simpliste. Et voilà. Et donc, ma grand-mère est décédée en 2012. Quand ma grand-mère décède en 2012, déjà, je l'ai vue la veille, et je savais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je savais que c'était la dernière fois que je la voyais. Donc, j'ai pas de ce côté-là, j'ai pas de regret, parce que j'étais présent la veille, et on s'est, enfin voilà, elle pouvait plus parler, mais nos regards, on s'est dit ce qu'on avait à se dire juste sur un simple regard. Donc ça, c'est un moment que j'oublierai pas. Et voilà. Et donc, quand ma grand-mère est décédée en 2012, ma maman est partie s'installer à déménager, donc la maison d'à côté, pour habiter avec mon grand-père, et pour l'assister dans les tâches de sa vie quotidienne, etc. Donc mon grand-père avait 86 ans à l'époque, quand ma grand-mère est décédée, et pendant 4 ans, ma maman a vécu avec mon grand-père, et moi, je continue à voir mon grand-père très, très régulièrement. Et voilà. Et donc, mon grand-père est parti en 2016, donc à l'âge de 90 ans. Et quand
en fait, quand mon grand-père est décédé, donc j'étais dans cette compagnie d'assurance depuis presque 9-10 ans. Et j'avais dit à ma maman, écoute, voilà, je vais m'occuper de toute la partie administrative, en fait, qui suit ses obsèques. Et donc, voilà. Donc, j'étais assureur. L'administratif, autant te dire que quand tu es un peu dans le monde de l'assurance depuis une dizaine d'années, ça n'a aucun secret pour toi. Et malgré ça, c'est pas tant que j'ai trouvé ça si compliqué, en fait, même s'il y a énormément de questions à se poser, voilà, mais ça m'a pris un temps fou, ça m'a pris une énergie folle, en fait, parce que tu as plein de choses à faire, tu as plein d'organismes à prévenir, tu as plein de questions à te poser, tu as plein de choses à vérifier, en fait, si tu veux être sûr de ne pas faire d'erreur et de faire les choses correctement. Et je me suis dit, putain, mais moi, enfin, je me le suis pas dit, si tu veux, directement, en fait, sur le moment. C'est pas comme ça. Mais ça m'a marqué. Disons que je me suis dit, disons, moi, en tant qu'assureur, j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup de temps. Alors, une personne lambda qui soit n'a pas de connaissances en administratif simplement, soit qui est phobique administratif, ou soit une personne normale, mais qu'est-ce que ça doit être, en fait? Qu'est-ce que ça doit être? Et voilà. Et donc, bon, je me suis fait cette réflexion-là, mais si tu veux, comme ça, de loin, et ça, c'était en 2016. Et en fait, c'est en janvier 2019, voilà, en janvier 2019, je sors d'un rendez-vous avec un client. Voilà, on n'avait pas parlé de la mort, on n'avait pas parlé obsèques, on n'avait pas parlé prévoyance, on n'avait rien de tout ça. Et je monte dans ma voiture, et là, il y a cette idée qui me traverse. Et quand je dis elle me traverse, si tu veux, elle me saisit très fort émotionnellement, en fait. Et qui me dit, en gros, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de construire quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très simple pour faire gagner beaucoup de temps, pour faire gagner du temps, pour simplifier les choses et pour rendre quelque chose de chronophage, de pénible et de plutôt complexe en fonction de ce qu'il y a à faire, rapide et simple. Et voilà, et ça m'a saisi. J'ai pas... voilà, je l'ai ressenti très fortement. J'ai appelé ma femme tout de suite pour lui parler de ça. Elle m'a dit, c'est une super idée, mais c'est génial, mais c'est machin. Mais voilà. Et puis, et voilà. Mais après, ça faisait quelques années que j'étais dans cette compagnie d'assurance. Tu as quand même un certain confort, tu as un certain rythme de vie. Enfin voilà, tu es habitué, tu as des habitudes. Donc le fait de tout laisser et de tout plaquer pour une idée, si tu veux, ça fait peur, en fait. Bien sûr. Et voilà. Et donc, j'ai pas lancé ce projet, disons, tout de suite. J'ai pas commencé à travailler dessus tout de suite parce que voilà. Et c'est vraiment 8 mois plus tard, en août, j'étais sur un trajet de vacances avec ma famille et l'idée m'est retombée dessus avec une violence incroyable, une énergie qui émanait un truc, quoi, une force qui, en gros, si je ne le faisais pas, je risquais de le regretter toute ma vie. On était sur ce niveau d'intensité-là. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai un petit peu de retour de ces vacances-là. J'ai commencé à travailler sur le projet en parallèle de mon travail. Voilà, j'y ai passé plusieurs mois à construire la solution, à construire le système, le principe, etc. etc. Et voilà. Et en février-mars 2020, j'étais prêt à tout lancer. Alors, toujours en parallèle de mon CDI, voilà, mais j'étais prêt à tout lancer. Et il y a eu le Covid. Et donc, humainement parlant, comment te dire, lancer un truc comme ça en plein Covid, où on t'annonce 10 000, 15 000, 20 000 morts à la télé, moi, je ne le sentais pas du tout. Et humainement parlant, c'était pas dans mes, tu vois, ça ne correspond pas à mes valeurs, quoi. Ce projet-là, c'est pas une ambition, tu vois, c'est pas une ambition business et la motivation, c'est pas. Tu as eu l'impression que ça aurait pu être vécu comme opportuniste? Ah oui, complètement. Ah oui, complètement. Même si quand tu lances une boîte, entre le moment où tu la lances et le moment où elle se fait connaître, voilà, c'est pas non plus instantané. Mais je savais que j'aurais au moins un article ou deux dans la presse locale, etc. Tu vois. Donc même si tu as quelques milliers de personnes qui découvrent ça, qui lisent l'article, n'importe qui pourrait se dire, putain, c'est qui ce mec-là, voilà. Et puis l'idée du podcast, elle est née. C'est simple en fait. Elle est née quelques mois après le lancement de tranquillité.fr. C'était en mai 2020 donc, que j'ai lancé tranquillité.fr après le premier confinement, parce que de toute façon, il n'y avait pas vraiment de bon moment.
Et voilà. Et donc, le podcast est né simplement, je me suis réveillé un matin avec l'envie de faire un podcast sur ce thème-là, sur le thème de la mort, sur le thème du deuil, mais de manière bienveillante, avec de l'écoute, et puis de mettre de la vie là-dedans, en fait. Voilà. Parce que je sépare, voilà, je considère que la mort fait partie de la vie de toute façon. On est tous pour mourir un jour, et on le sait, même si on préfère l'oublier. Et des fois, je pense que voilà, on a plus d'intensité dans notre vie si on prend vraiment conscience qu'on n'est pas immortel, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément à ta question, j'étais peut-être un petit peu long, mais voilà. Si, c'est parfait. Merci Teddy. Juste pour témoigner, on sent qu'il y a eu beaucoup d'émotions. On sent qu'il y a eu de l'émotion dans ton discours quand tu parles de tes grands-parents, de ton ami, de ta période musicale. Tu m'as mis un peu les larmes aux yeux, pour être honnête. C'était pas le but. En tout cas, bravo, parce que c'est un... Non, mais attends, ça fait... Enfin, moi, je suis très à l'aise avec les émotions, donc il n'y a aucun problème. Bien au contraire. Et merci pour ce partage, et puis bravo pour tout ça. Tu parles au tout début, là, quand tu racontes comment est née Tranquillité par un.fr, de la question que tu te posais sur le sens de la vie. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'en fait, tu parles de cette question du sens de la vie où tu dis, en fait, je me suis rendu compte que tout le monde ne se la posait pas. Et ensuite, tu jumpes sur ton adolescence où ta grand-mère est tombée malade. Ce sens de la vie, tu en as pris conscience quand et comment? Quand et comment? En fait, je sais pas s'il y a un moment où j'en ai pris conscience, si tu veux. C'est quelque chose qui est en permanence, d'aussi loin que j'ai des souvenirs, si tu veux, c'est quelque chose qui a toujours été là chez moi. J'ai pas eu de déclencheur, si tu veux, là-dessus. Après, dans mon enfance, moi j'ai eu une enfance, tu vois, plutôt heureuse, famille, tout ce qui est de plus classique. Mes parents, alors je viens d'une famille modeste, hein, moi mes parents étaient, parce qu'ils sont retraités maintenant, mais étaient tous les deux ouvriers, voilà. Et c'est tout. Après, dans mon enfance, moi j'étais un petit garçon qui était très anxieux, très stressé, très angoissé. Tout me faisait, tout était déclencheur d'émotions assez fortes, en fait. Donc j'ai grandi vraiment avec le sentiment, tu vois, d'être un peu, des fois de pas être trop compris, ou de pas être trop souvent jugé. J'avais beaucoup peur du regard des autres, voilà, quand j'étais enfant. Et je me suis souvent senti, en fait, si tu veux, différent par rapport au regard que je pouvais avoir sur certaines choses, par rapport à d'autres enfants de mon âge, si tu veux. Une sorte d'hypersensibilité, finalement. Oui, alors. Dans ce que tu décris. Oui. Alors après, si tu veux, aujourd'hui, le terme hypersensible, etc., devient limite presque à la mode, en fait. C'est limite cool d'être hypersensible maintenant. Je sais pas si je suis hypersensible, parce que j'ai pas de point de comparaison. Je vis pas dans la peau de quelqu'un d'autre, en fait. Donc voilà. Je sais pas si je suis hypersensible, j'en sais rien. Je sais juste, en fait, que tout ce ressenti que j'ai depuis que je suis enfant m'a beaucoup, même si au départ c'était vraiment une vraie souffrance, hein, parce que pendant mon enfance c'était très très dur de vivre avec cette anxiété permanente, ce stress permanent, alors que j'avais des parents, si tu veux, tout à fait. Voilà, mes parents ont toujours été là pour moi. Il n'y a jamais eu de, tu vois, j'ai une petite sœur aussi, impeccable. Tu vois. J'ai pas un truc à relever où ça aurait été un point de souffrance ou de choses comme ça. Pour autant, ce stress, cette anxiété était quand même là. Et la question du sens de la vie était en permanence là. Il y a eu un point, si tu veux, il y a eu un point critique en 2013. En 2013, 2013-2014. J'avais toujours dans la même compagnie, j'avais changé de métier, et finalement ce métier-là me correspondait pas du tout. Je me mettais beaucoup de pression, j'étais pas, voilà, et ça finit par un épuisement professionnel où littéralement il y a eu des jours
Il y a eu des jours et des nuits sans dormir, des insomnies. Enfin, cette anxiété, si tu veux, est revenue très fort à ce moment-là. Et la question du sens de la vie est revenue très fort à ce moment-là. Je me sentais comme un fantôme. Ça a duré. Je me sentais pas là. J'avais l'impression de me lever tous les matins et que dehors il y avait du brouillard, même s'il y avait plein de soleil. Enfin, j'étais un peu déprimé, si tu veux. Vraiment très, très, très épuisé de tout ça. Et à un moment donné, je me suis réveillé un jour, un matin, avec l'envie de pleurer, et je me souviens que j'ai pleuré dans les bras. Alors, témoignage intime, hein, je vais faire pleurer personne, mais autant, quitte à faire un podcast, autant être transparent et puis aller jusqu'au bout de la démarche. Mais voilà, je me suis réveillé un matin avec cette... envie de pleurer, quoi. Et j'ai dit à ma femme, mais putain, mais ça sert à quoi de construire notre vie finalement si on va tous mourir, tu vois? Et cette phrase-là, elle est sortie hyper violemment, comme ça. Et je pense qu'à l'époque, j'étais pas dans mon chemin en fait. Je m'étais peut-être pas assez écouté. J'avais pris des décisions pour faire plaisir à ma hiérarchie, ou tu vois. Et, euh, et voilà. Et donc des fois, les expériences les plus dures que tu peux vivre euh, te nourrissent tellement en fait et te remettent sur un chemin qui est le tien, avec lequel tu te sens bien et qui te permettent de te remettre en question et de mieux t'écouter. Donc là, si tu veux, aujourd'hui, je pense pour une des premières fois de ma vie, je parle professionnellement parlant en tout cas, parce que personnellement parlant, voilà, je suis marié avec une femme formidable, ça fait 16 ans qu'on se connaît, qu'on est ensemble et tout ça. Tout est parfait, mais professionnellement parlant en tout cas, c'est la première fois de ma vie où j'ai vraiment la sensation d'être à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Je ne sais pas où ça va me mener, j'ai envie, je sais où je veux le mener. Après, la vie, tu sais, voilà, hein, il y a des fois des surprises, mais voilà, donc pour répondre à ta question, je n'ai pas eu de déclencheur particulier sur le sens de la vie, si ce n'est que c'est là depuis que je suis tout petit. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, tu vois, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre ton parcours personnel où tu t'es posé beaucoup de questions et où tu as visiblement été un petit garçon anxieux, et puis là où ça t'a mené niveau professionnel, et, euh, et où on sent tout le sens de la démarche et du site et du podcast que tu as lancé. Ouais, très intéressant cette analyse de la question du sens de la vie. Si j'appelle aujourd'hui tranquillité.fr suite au décès d'un de mes proches, comment je vais être pris en charge? Alors on commence souvent par un temps d'échange. Le but ici, c'est de faire connaissance avec la personne, comprendre sa situation, qu'elle apprenne aussi à nous connaître, et qu'on puisse s'assurer qu'on est en mesure de répondre à ses attentes et à ses besoins. Dans un second temps, la personne va se voir ouvrir un accès à une application qui va lui permettre de gérer l'ensemble de ses démarches en 27 minutes en moyenne. C'est la moyenne qu'on a aujourd'hui avec nos clients. Et à l'issue de ça, nous, on va faire un travail pour fournir à notre client un dossier qui va comprendre l'intégralité des courriers, des documents, des formulaires intégralement complétés, personnalisés, adaptés à ces situations, pour qu'il puisse déjà prévenir les organismes, mais aussi modifier, résilier et transférer ses contrats très facilement. Également, lui permettre de bénéficier de l'ensemble des aides financières auxquelles il pourrait avoir droit, donc sans se poser de questions. Et puis, on va permettre également à nos clients de faire très simplement une recherche de capitaux auprès de l'ensemble des banques et assureurs français pour être sûr justement de faire valoir l'ensemble de ses droits. Donc ça, c'est la première partie. Suite à ça, donc, comme je le disais, le client reçoit son dossier, il a juste à envoyer les documents qu'on lui fournit aux adresses indiquées, etc. Et puis, par la suite, on va effectuer avec cette personne-là un suivi donc personnalisé, humain, donc voilà, pour répondre à ces questions, pour s'assurer du bon déroulement des démarches et vraiment l'accompagner dans les mois qui vont suivre l'envoi de toutes ces démarches. Et puis à ce jour, je travaille avec un juriste qui s'appelle Ludovic, une psychologue qui s'appelle Cécile, et prochainement va nous rejoindre Loïc, qui est notaire, voilà, pour assurer vraiment, pour répondre vraiment à l'ensemble des besoins qui pourraient se présenter suite à un décès. Ok.
Merci. Dans tes podcasts, tu as interrogé plusieurs. Alors, je pense qu'il y a essentiellement des femmes qui s'en sont lancées dans ce business autour, enfin, dans une expérience d'auto-entrepreneur sur le thème de la mort. Moi, une question que je me suis posée en les écoutant, et je me pose la même quand je t'écoute parler de tranquillité.fr. C'est est-ce que c'est pas trop dur à chaque fois de se replonger finalement sur ce thème qui est compliqué, qui est émotionnel, qui ramène à plein de choses sur la vie et puis sur la mort? Eh ben non, en fait, non, 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 non. Si tu veux, le plus dur, en fait, c'est quand tu n'es pas. En fait, le plus dur, c'est quand tu n'es pas toi-même, en fait, et quand tu n'as pas fait quand t'as pas fait aussi un travail sur toi par rapport à cette thématique-là, qui est effectivement pas une thématique simple. Comme je dis toujours, je pense que j'aurais ouvert un magasin de vêtements ou n'importe quoi d'autre, ça ferait le buzz 14 fois plus, et au niveau des médias, ça serait beaucoup plus simple, par exemple. Pour autant, non, si tu veux, moi, j'ai fait un travail sur moi au départ, euh, par rapport à ça, parce que je voulais être vraiment déjà au clair avec cette question-là. Donc ça s'est passé, après le lancement de tranquillité.fr, hein, je ne l'ai pas fait en amont, mais je l'ai fait après, où moi perso, à 35 ans, j'ai aujourd'hui défini mes volontés, défini ma cérémonie, défini ce que je voulais, défini mes choix, ce que deviendrait mon corps, quelle musique il y aurait, quel message j'aimerais faire passer, comment je souhaiterais que ça se passe, etc. etc. Alors c'est un travail que j'ai fait avec une personne qui s'appelle Sandra Roland, donc qui a fait un épisode avec moi sur le podcast. Et Sandra donc a lancé son projet qui s'appelle Mes funérailles. Et l'idée, c'est de permettre aux personnes d'avoir une réflexion sur leur propre funérailles, en fait, et de faire des choix de leur vivant en anticipation pour permettre à leurs proches de ne pas avoir à faire de choix difficiles. Et voilà, et donc je l'ai fait avec elle. Et si tu veux, ça m'a beaucoup. Alors, c'est pas facile à faire, hein. Je veux dire, voilà, tu as 35 ans, t'es dans. Enfin, voilà, hein, t'es plutôt. T'es encore jeune. Se poser toutes ces questions-là, etc., ça demande vraiment d'aller en une. Voilà, faut être prêt. Je pense qu'il faut être dans un moment de ta vie où tu n'as pas de. Comment t'as pas d'autres problèmes à régler que ça, tu vois. Il faut être prêt, voilà. Et donc, ça a été un vrai travail. On a discuté pendant plus de 2 heures ensemble. Et puis, voilà, puis comme ça, j'ai pu définir un petit peu tout ça. Et c'est pas facile, mais dis donc, qu'est-ce que ça. Une fois que tu l'as fait, en fait, ouais, ça te donne un regard assez différent sur la suite, où tu te dis, ben voilà, enfin, quand bien même il m'arrive quelque chose demain, ce que je souhaite absolument pas, hein, voilà, mais bah, au moins, mes proches, ceux qui comptent pour moi, n'auront vraiment pas de questions à se poser. Et quelle a été la réaction de tes proches sur ta démarche? Est-ce que tu en as parlé à ton épouse, à tes parents? Avec Fiola, on en a parlé. Si tu veux, on avait déjà évoqué le sujet, mais comme beaucoup de personnes le font, de manière très, enfin, voilà, très superficielle, enfin, sans rentrer vraiment dans les détails, quoi, hein. Tu crois que En beaucoup de gros, personnes le font? je ne sais pas si beaucoup de personnes le font. Je sais qu'il y a un pourcentage quand même assez important de gens qui le font comme ça. La question peut venir à un moment donné de bah tiens, ouais, s'il m'arrive quelque chose demain, tu veux quoi toi? Et peut-être simplement, ah bah moi je veux me faire enterrer, ou moi je veux être incinéré, par exemple. Ouais. Je pense que ça se limite à ça. Et encore une fois, tout le monde ne le fait pas, bien entendu. Mais il y a une bonne partie de personnes quand même qui se posent ce genre de questions. Mais de manière un petit peu, voilà, sans trop rentrer dans les détails. Quand tu commences à rentrer dans les détails, à imaginer la musique, à imaginer les messages, à imaginer tu vois, limite ton cercueil, tu vois, tout le bordel, c'est autre chose. C'est Tout autre à fait. chose. Mais voilà, donc j'en ai parlé avec Fiola, elle est au courant. J'en ai parlé avec ma maman. Voilà, mais avec ma maman, si tu veux, le sujet de la mort et tout ça, on en parle, enfin, on en parle comme n'importe quel sujet, en fait. Donc, voilà, ma mère a une approche, comment dire, on a une
spiritualité, entre guillemets, ou des croyances qui nous vont bien, comme tous les gens qui croient de toute façon, Mhm. et qui font que pour nous, la mort, finalement, c'est un sujet comme les autres. Voilà. Moi, j'ai tendance à penser, si tu veux, qu'il y a quelque chose après. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai, mais en tout cas, ça me rassure. Et voilà. Donc, c'est un sujet classique, en fait, Mhm. aujourd'hui, en tout cas. Alors, Teddy, tu viens de nous parler des croyances que tu as sur la vie après la mort. Alors, à la fois, j'ai envie de te demander si tu peux nous en dire plus. Et puis, j'ai une autre question, parce que je pense que c'est intimement lié. Quand tu nous as dit que tu avais eu une sorte de révélation sur ton envie de fonder tranquillité.fr. Tu as parlé d'une force incroyable qui t'avait envahi et d'un seul coup, c'était ça et puis rien d'autre. Qu'est-ce que tu crois autour des signes que peuvent nous envoyer les défunts? Si tu veux, euh, depuis mon burn-out de 2014, je, suis, euh, je me suis beaucoup intéressé au, alors, du coup au fonctionnement de l'être humain, en particulier au fonctionnement du cerveau, à la psychologie humaine, à ce qui pouvait faire qu'on agit de telle ou telle manière, le conscient, l'inconscient, etc., etc. Donc j'ai beaucoup lu sur le sujet, etc. Et puis de fil en aiguille, je suis passé à méditer beaucoup. Voilà, ça fait 7-8 ans maintenant que je médite, pas tous les jours, mais quasi quotidiennement en tout cas. Donc ça m'a beaucoup apporté. Donc le meilleur conseil que je peux donner à n'importe qui, c'est méditer si vous en ressentez le besoin, essayez, persévérez, vous allez voir, ça va changer votre vie. Donc je me suis mis à méditer, à m'intéresser à l'hypnose, à la sophrologie, à l'auto-hypnose, à ce genre de pratiques dites de médecine parallèle, mais qui aujourd'hui sont devenues alors déjà hyper à la mode. Hein, voilà. Et puis, mais tellement, ça fait tellement bien, quoi. Et voilà, donc j'ai eu un chemin là-dessus, donc psychologie, neurosciences, etc., etc. Après, tu pars un petit peu sur les médecines alternatives et compagnie. Et puis voilà. Et puis, comment te dire, niveau croyance, en fait, bah, je me rends compte depuis que je suis gosse, mes grands-parents, tu vois, ma grand-mère par exemple, je faisais de l'eczéma quand j'étais petit. Et donc ma grand-mère, elle m'emmenait dans un petit village voir la magnétiseuse du coin, etc. Et puis avec ses mains, faisait que patati patata. T'es soigné, tu vois. Donc je baigne un peu dans ce côté un peu, je sais pas si c'est spirituel et tout ça, mais voilà, je mélange un petit peu beaucoup ce que j'ai lu et ce qui est prouvé scientifiquement sur le fonctionnement du cerveau, même si aujourd'hui on connaît vraiment très peu finalement de toutes les capacités qu'on a. On dit qu'on n'utilise que 5 à 10% de nos capacités. Donc moi, ça m'interroge du coup. Je me dis, bah ok, si on était en mesure d'exploiter l'intégralité de nos capacités, qu'est-ce que ça pourrait donner? Moi, j'ai l'impression, si tu veux, avec la pratique de la méditation, que ça m'a ouvert des choses, des portes en fait, que je n'aurais pas pu pousser, franchir si je n'avais pas eu cette pratique. Et aujourd'hui, si tu veux, avec le parcours que j'ai, avec les synchronicités qu'il peut y avoir, ou voilà, moi je suis convaincu, ou en tout cas j'aime à croire que nos défunts ne sont pas loin en fait. Je pense qu'il y a une phrase, si tu veux, que j'ai lue dans un livre un jour qui dit que on ne vous, tu vois, des fois il y a des gens qui disent pour voir j'ai besoin de croire en fait. Je ne crois que ce que je vois en fait. Oui. Mhm. Et quelque part, il faudrait profondément et l'ancrer dans notre inconscient que pour voir, il suffit de croire et que notre cerveau, en fait, c'est prouvé en neurosciences que le cerveau humain applique des filtres, que la réalité que nous percevons est notre réalité certes, mais elle est filtrée et que le cerveau prend les informations qui l'intéressent, qui vont donner du sens à un parcours, qui vont donner qui vont avoir des liens. Et qu'il est capable de traiter aussi. Et qu'il est capable de traiter, c'est surtout ça. Et à partir du moment où tu inverses un peu le paradigme de ça,
il pourrait être possible de voir des choses parce que tu l'as ancré comme étant une possibilité, en fait. Et ça, si tu veux, moi, ça m'interroge beaucoup. Ça m'interroge beaucoup. Et voilà. Donc, j'aime à croire, en fait, que nos défunts veillent sur nous, qu'on est guidé d'une certaine manière, mais pour autant qu'on ne subit pas sa vie et que on nous donne des clés et c'est à nous de les utiliser pour avancer. Je ne crois pas au truc, ouais, je vais prier le bon Dieu et puis je vais gagner au loto demain, quoi, hein. Sinon, ça serait tellement simple, tout le monde le ferait et tout le monde serait pas multimilliardaire parce qu'il y aurait tellement de gagnants, tout le monde gagnerait 2 euros. Mais voilà. Donc, j'aime à croire en tout cas qu'il y a quelque chose après. J'aime à croire qu'on est guidé, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, mais voilà. C'est un petit peu ça. Et voilà ce que j'ai à dire un petit peu sur le sujet. Ok, merci. Et alors, qui sont tes sources d'inspiration ou quelles sont tes sources d'inspiration sur Je suis beaucoup, enfin, si tu veux, en fait, j'aime beaucoup les parcours incroyables, tu vois, les parcours de vie qui sont, enfin, tu vois, ces belles histoires alors, d'un côté professionnel, j'entends, hein, mais entrepreneurial à succès absolu. Tu vois, Apple a commencé dans un garage. Bon, alors je dis pas que tranquillité.fr, machin, hein, attention. Hein. Mais j'aime bien en fait ces histoires-là d'un point de vue entrepreneurial et tout ça, toutes ces entreprises qui aujourd'hui ont un impact incroyable sur notre société et qui ont commencé de rien. Après, tu vois, d'un point de vue, c'est l'humain qui me guide en fait. Donc, humainement parlant, tu vois, il y a des gens comme Mathieu Ricard, par exemple, tu vois, par rapport à la méditation, par rapport à tout ça, qui est d'un altruisme incroyable, qui est d'une sagesse. Voilà, ce mec-là, il a médité pendant, il a médité pendant des années. Il a fait il a créé des associations, des choses qui ont un impact fort en fait. Et pour autant, c'est pas forcément ces personnes-là qu'on médiatise le plus, même s'il est quand même connu et son nom évoque, je pense, quand même quelque chose. Tu as des personnes comme Stéphane Alix, par exemple. Oui. Moi, j'aime beaucoup ses ouvrages. Je viens de terminer le dernier, d'ailleurs, qui est vraiment formidable. Et il est inspirant parce que Stéphane part d'une carrière de journaliste de guerre, journaliste de terrain, voilà, et de la mort de son frère notamment, c'est un déclencheur pour lui de beaucoup de choses qui l'emmène sur un chemin où il s'intéresse à la vie après la mort, où il s'intéresse au paranormal, à tout ce qui gravite en fait autour de ça, et qui va utiliser un regard très très journalistique, si tu veux. À la base, c'est pas du tout un mystique, si tu veux. C'est pas du tout quelqu'un voilà, c'est quelqu'un d'ultra rationnel en fait par son parcours de journalisme, et qui pour autant arrive à fonder un institut de recherche justement sur tout ce qui est la vie après et toutes ces thématiques-là. Il fait un travail incroyable. Et il a une force, je trouve, tu vois, putain, il vit ça, quoi. Il vit la mort de son frère et il arrive à transcender tout ça et à avoir, voilà. Donc c'est tout, tu vois, c'est tous ces parcours, en fait. J'ai pas au-delà de ces personnes-là, tu vois, j'ai pas vraiment de personnes. Moi, j'ai autant tu vois, des parcours comme les parcours que je peux partager dans le podcast. Tu vois, des femmes comme Rachel Galerme, par exemple, qui vivent le pire, des femmes comme toi, et qui arrivent à partir de là à se construire et à reconstruire et à retrouver le goût de vivre, en fait. Et c'est surtout ça, en fait, mon inspiration. Et mon inspiration, c'est l'envie aussi d'avoir un impact positif sur la société. Est-ce que tranquillité.fr, c'est le bon moyen pour ça ?
je pense que c'est un moyen quand même d'apporter quelque chose aux gens à des moments où ils en ont le plus besoin, même si c'est, entre guillemets, que de l'administratif, mais t'enlèves le poids administratif, bah, c'est déjà beaucoup pour certaines personnes. Voilà, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai pas envie de vivre ma vie en fait juste pour moi. J'ai envie de vivre ma vie pour impacter celle des autres. C'est ça tu vois, c'est ça mon inspiration première. Et je suis plus inspiré limite par le parcours de gens comme ceux que je peux avoir dans le podcast, où tu as cette résilience absolue, que par une personne en particulier qui pourrait être une source d'inspiration et un modèle à copier en fait. Je cherche pas à copier personne. Je cherche juste à être moi et à être à ma place, en fait. Ok. Et quel conseil tu aurais envie de donner aux personnes qui écoutent le podcast Vivant et pour qui ça résonne et qui auraient envie de se lancer sur ce thème de la mort d'une manière ou d'une autre? Bah faites-le, déjà. Et de manière générale, que ça soit sur le thème de la mort ou pas, peu importe ce que vous avez envie de... Je dirais simplement que, voilà, peu importe ce que vous avez envie de faire, on a, a priori, je dis bien, qu'une vie, a priori, parce que voilà, on ne sait pas, mais... et que on a, à mon sens, tous la force de faire en sorte que notre vie ressemble à ce qu'on souhaite. Alors, je dis pas que c'est simple, je dis pas que c'est facile, je dis pas que ça prend pas de temps, pas d'énergie, etc. Mais je dis juste que on peut tous vivre notre vie comme on le souhaite, en fait. Et après, peu importe, si tu veux, que ça se passe par une aventure d'entrepreneuriat ou que ça passe par... en fait, peu importe. La société, tu vois, a un regard, à mon sens, qui est assez faussé sur ce qu'est la réussite, finalement, et ce qu'est le succès, entre guillemets. Tu vois, ça veut dire quoi, avoir du succès? Tu peux être... simple, tu vois, tu peux être père de famille, avoir une famille que tu as construite, que tu as élevée, que tu amènes sur le chemin que tu souhaites, ou simplement où tu laisses la place à tes enfants de s'épanouir comme ils le souhaitent, etc. Bah, tu peux avoir réussi ta vie comme ça. Tu n'es pas obligé de faire une entreprise pour réussir ta vie. Tu n'es pas obligé tu vois, de transcender, entre guillemets, pour réussir ta vie. C'est pas, j'aime pas les injonctions, tu vois, de manière générale. Donc, je dirais juste, vous avez au fond une petite voix qui vous parle. Conscient. Est-ce que c'est votre conscience? Est-ce que c'est votre âme? Est-ce que c'est juste, voilà, peu importe en fait ce que c'est, à la limite on s'en fiche. Mais vous avez cette petite voix qui vous fait sentir des choses en fait. Et on a tous, beaucoup, je pense, et moi pendant des années, tendance à l'oublier, à ne pas faire trop attention à cette petite voix qui fait que on se sent un peu bizarre des fois et on n'arrive pas trop à s'expliquer pourquoi et on se sent pas vraiment bien et on comprend pas vraiment et des fois il y a des petits messages qui viennent comme ça de notre voix intérieure. Juste écoutez-la, soyez vous-même, c'est le plus important, et apaisez-vous. Et si vous n'êtes pas vraiment apaisé et si vous avez envie d'être apaisé, commencez la méditation, ça va vous aider. Voilà. Allez écouter votre petite voix. Ouais, ce serait ça. Ok. Ouais. Teddy, est-ce que j'ai oublié de te poser des questions? Est-ce qu'il y a des choses dont tu voulais nous parler, témoigner aujourd'hui et tu n'as pas eu l'opportunité? Non, comme on a dit, on n'a pas répété, on n'a pas préparé les questions avant, donc moi je suis heureux des questions que tu m'as posées. Voilà. Non, juste je dirais que je souhaite pas faire cet épisode, j'ai pas souhaité en tout cas faire un épisode. Donc ouais, pour ceux qui écoutent depuis le début Vivant, vous avez remarqué que cet épisode numéro 7, il n'est pas arrivé tout de suite. J'avais enregistré un épisode comme ça rapidement en début d'année en me promenant dans la campagne, etc. Et j'étais purement essoufflé, c'était assez catastrophique. Et finalement, j'avais pas dit ce que j'avais envie, j'avais pas dit vraiment ce qui résonnait au fond de moi en fait. J'avais pas été vraiment. Ouais. Donc ça m'a pris du temps
pour juste savoir comment je voulais que cet épisode 7 soit. Et soit c'était un monologue et je le faisais tout seul, mais au final, ça n'aurait pas été très naturel, je pense. Ou soit je confiais à une personne neutre, bienveillante, bien entendu, hein, de le faire pour moi. Donc voilà, c'est pas voilà. Donc je l'ai pas fait pour faire un trip égocentré et tout ça. Juste que vous compreniez bien quelle est ma démarche et pourquoi Vivant et pourquoi mon projet et finalement pourquoi tout ça, quoi. Donc j'espère que ça vous a plu, entre guillemets, ou que vous en avez appris plus et que ça vous donne une vision peut-être différente ou complémentaire sur tout ça. Merci Teddy. Alors moi, je vais répondre à ton interrogation, mais ça n'engage que moi. J'ai trouvé que ce que tu racontais était poignant. Et je pense que ça résonnera chez beaucoup de tes auditeurs, on dit, quand pour un podcast. Mais à mon avis, chacun y trouvera ce qu'il est venu chercher en écoutant Vivant, en t'écoutant. Bon, merci Sophie. Voilà. Merci à toi. Belle journée et prends soin de toi. À bientôt. Oui, pareil, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez également m'envoyer un petit mot doux ou un mail sur mon adresse teddy@tranquillité.fr. Je vous souhaite une belle journée et surtout, prenez soin de vous.